Salut à tous. Aujourd'hui on s'attaque au programme de Macron. Vous savez, l'homme aux zéro électeur qui espère passer du stade d'inconnu complet à président de la République en 2-3 ans à peine, et en ne proposant quasiment pas de programme. Bah non, parce que pour lui, c'est une erreur de penser que le programme constitue le cœur d'une campagne électorale. Pour lui, la politique, c'est mystique, c'est un style, une magie. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. Donc pour éviter que cette vidéo d'analyse de programme ne dure que 5 minutes, on va aussi s'intéresser au candidat Macron, que la plupart des médias présentent comme un génie, tu vois, un type absolument brillant, qui peut du coup se dispenser d'expliquer ce qu'il fera, parce qu'il est certain qu'il ne peut prendre que les bonnes décisions. Alors on va commencer par étudier un peu son parcours, pour voir s'il a les qualités qu'on lui prête, et si on peut croire Macron sur parole quand il dit qu'il va redresser le pays sur la base de sa vision, parce qu'après tout... Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Macron a fait toute sa scolarité dans une école privée catholique fondée par les jésuites à Amiens. Suite à une histoire de cœur avec sa prof de théâtre, qui deviendra sa femme en 2007, il s'éloigne d'Amiens et fait sa terminale au lycée Henri IV à Paris, où il obtient un bac S mention très bien. C'est dans le même lycée qu'il enchaîne avec 2 années de prépa de lettres, dans l'espoir d'intégrer l'école normale supérieure. Mais finalement, il s'inscrit à l'université Paris-Nanterre pour y suivre des cours de philosophie. Il obtient d'abord une maîtrise, puis un DEA. En 2001, il entre à Sciences Po Paris, et enfin de 2002 à 2004, il termine sa scolarité à l'ENA de Strasbourg. Voilà, donc ça c'était la biographie typique et un peu chiante que vous trouverez dans la plupart des articles sur Macron, mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à branler? Eh bien le petit problème, c'est qu'il y a plusieurs zones d'ombre qui sont apparues dans son parcours. S'il apparaît vrai qu'il a rédigé un mémoire sur le fait politique et la représentation de l'histoire chez Machiavel, en revanche, il n'y a aucune trace d'une quelconque thèse pourtant nécessaire à la validation d'un niveau Bac+5, ni d'un deuxième mémoire sur la philosophie d'Hegel qu'il affirme pourtant avoir rédigé sous la direction d'Étienne Baliddard. Contacté par Le Monde, ce dernier affirmait avoir aucun souvenir de son travail universitaire et déplorait la mise en scène de sa formation philosophique. Un peu comme avec BHL en fait. Et pour cause, plusieurs articles et émissions ont affirmé que Macron a été l'assistant du philosophe Paul Ricoeur entre 1999 et 2001, avant de se faire corriger par un membre du conseil scientifique du Fonds Ricoeur qui a qualifié cette présentation d'abus de langage souvent repris par les médias qui supposerait qu'Emmanuel Macron ait enseigné la philosophie, ce qu'il n'a jamais fait, qui plus est avant mai 68. En réalité, Macron a été l'assistant de rédaction du philosophe Paul Ricoeur pour son livre La mémoire, l'histoire et l'oubli. Mais je trouve que cette formulation qui est maintenant répandue dans les médias est encore trompeuse parce qu'elle laisse penser que Macron était co-auteur du bouquin. Sauf que quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il n'a pas écrit une seule ligne et que son boulot consistait surtout à faire de la correction ou aller chercher des références à la bibliothèque. Donc voilà quoi, c'était pas vraiment flamboyant. Mais en se présentant partout comme l'assistant du philosophe Paul Ricoeur, eh ben Macron s'offre un crédit moral pas cher et bien pratique qui vont l'aider dans ses affaires et en politique. Dans le même genre, la plupart des journalistes présentèrent Macron comme un normalien au début de sa médiatisation parce que Macron avait répété à qui voulait l'entendre qu'il avait suivi des cours à Normal Sup, créant ainsi la légende et induisant en erreur les gogos. Le fait est qu'il n'a jamais été élève dans cette école, il a raté 2 fois le concours d'entrée. En résumé, Macron a un parcours scolaire mieux coté que la moyenne, c'est vrai, mais il n'est pas sorti du lot, c'est resté un élève moyen. Et on peut facilement trouver plein de gens avec un cursus scolaire plus brillant sans qu'on en fasse tout un cake. En plus, il a menti et il a survendu son parcours pour se faire mousser, ce qui n'est pas vraiment une preuve de grande intelligence, et ça montre surtout qu'il fait passer son arrivisme avant son honnêteté, et ça c'est pas bon signe. Si beaucoup de journaux ont corrigé leurs articles, ont relayé des points de vue critiques sur le parcours de Macron au fil des mois, d'autres laissent en ligne des informations pourtant douteuses ou démenties depuis longtemps, et la plupart des articles continuent de présenter Macron comme un type brillant, super intelligent, un génie ou un philosophe, sans autre preuve à l'appui que les témoignages de ses proches et de ses soutiens. Comme dans cette émission par exemple, où se succèdent sa femme, son mentor et son employeur pour vanter ses qualités. Alors moi j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule et que le but de tous ces publi-reportages, c'est de transformer Macron en argument d'autorité sur pattes pour que justement on le croit sur parole quand il dit qu'il va redresser le pays sur la base de sa vision, sans pour autant qu'il explique ni comment, ni avec quel programme il compte y arriver. Et il y a des gens sur qui ça marche. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron? Alors je vais dire que c'est Macron moi qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Confiance, crois en moi. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat sans connaître le programme.
Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Bon, après, l'école ça fait pas tout, et si ses proches et ses soutiens vendent ses qualités, c'est peut-être qu'il s'est révélé dans le monde professionnel. On va voir ça. À sa sortie de l'ENA en 2004, il rentre à l'Inspection Générale des Finances, une sorte de contrôle de gestion de l'État, et il y fait son trou durant 3 ans. C'est là qu'il rencontre Jean-Pierre Jouyet, alors chef de l'Inspection des Finances, qui va le prendre sous son aile. En 2007, fraîchement élu, Nicolas Sarkozy va créer une commission qui sera chargée de rédiger un rapport donnant des recommandations pour relancer la croissance en France. La Commission pour la libération de la croissance française. La libération de la croissance, quoi. Comme si on l'avait attaché dans un coin. Bon. En fait, il serait plus juste d'appeler ça la Commission pour la libéralisation de l'économie française, plus connue sous le nom de Commission Attali, parce que c'est Jacques Attali qui en sera président. Pour former sa commission, Attali recrute des gens de tous les bords politiques, ayant le moins de liens possible avec l'exécutif, mais qui ont tous pour point commun d'être des libéraux, amoureux de la concurrence économique et de la mondialisation. Cette commission est composée essentiellement d'avocats d'affaires, de profs d'université, de hauts fonctionnaires et de PDG ou de responsables de banques et de multinationales comme Areva, le Crédit Agricole, la Banque mondiale, la Deutsche Bank, Sophie Protéol ou encore Nestlé. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on remarque que des PDG de groupes étrangers sont membres de commissions en France qui doivent donner des recommandations sur la gestion du pays. Par contre, sur la quarantaine de membres de la commission, aucun n'était agriculteur, artisan, petit commerçant ou petit salarié. Un seul avait un passé d'ouvrier et un seul habitait les banlieues. Donc tout ça montre un entre-soi idéologique et sociologique très fort et délibéré. Bah oui, on va pas quand même laisser les ploucs gérer nos affaires. C'est à cette occasion que Macron rencontre Attali, qui le choisit pour être rapporteur adjoint de cette commission, probablement sur recommandation de Jean-Pierre Jouyet. La participation à cette commission est un tournant dans la carrière de Macron. C'est ça qui va lui permettre de se créer un réseau de contacts exceptionnel qu'on va voir réapparaître dans son parcours professionnel. Il va aussi devenir le poulain de Jacques Attali, à qui il doit la suite de sa carrière. Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. C'est donc pas très étonnant si les propositions du candidat Macron en 2017 rejoignent les recommandations que cette commission a rendues dans ses rapports successifs. Le premier rapport est rendu au bout de 6 mois en janvier 2008. Il propose 300 mesures, notamment la baisse des cotisations sociales, compensée par une hausse de la CSG et de la TVA, l'instauration de fonds de pension à la française, c'est-à-dire le début de la fin des retraites par répartition, la réduction de la fiscalité qui pèse sur le secteur de la finance, la suppression des départements, la réduction du nombre de communes, la suppression du principe de précaution, la déréglementation des pharmacies, etc., etc. Bon, vous avez compris le tableau. En fait, au travers de cette commission, Macron est l'un des principaux promoteurs des politiques ultralibérales réclamées par l'Union Européenne et le MEDEF, et qui ont particulièrement bien pourri notre pays sous l'ère de Sarko et Hollande. Résultat, 8 mois plus tard, en septembre de la même année, il se met en disponibilité de la fonction publique et il devient banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Il est recruté par François Henrot, sur recommandation de Jacques Attali et Serge Wimbert, tous deux membres de la commission Attali. 2 ans plus tard, en 2010, il est promu associé au sein de la banque, et il quitte son poste de rapporteur adjoint de la commission Attali pour y être réintégré par décret en tant que simple membre. Il est plus présenté comme inspecteur des finances, mais comme associé au sein de Rothschild et compagnie. Ah, la commission Attali, ou quand le pantouflage finit par être institutionnalisé. C'est cette année-là qu'intervient une histoire très instructive sur le comportement de Macron. En 2010, le journal Le Monde était dans la panade financière et recherche un repreneur pour enflouer les caisses. C'est alors que Macron propose bénévolement ses conseils à la Société des rédacteurs du Monde, qui était l'actionnaire principal regroupant les salariés du journal. 2 offres sont faites aux dirigeants du Monde, menées par 2 trios. La première regroupe Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, et la deuxième, Claude Pédriel, un ancien du Monde, France Télécom Orange et Prise à Presse. Dans ses conseils gratuits, Macron va constamment privilégier l'offre Prise à Presse, qui est pourtant considérée comme dangereuse par les membres de la Société des rédacteurs du Monde, qui s'orientent plutôt vers l'offre Niel. Alors à nouveau, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à branler ? Et ben c'est là que ça devient intéressant. Le 3 septembre 2010, les membres de la Société des rédacteurs du Monde ont rendez-vous avec les conseillers de Pierre Berger pour discuter de son offre.
Par un heureux hasard, la réunion a lieu au numéro 10 de la rue Georges V, dans le même immeuble qui abrite les bureaux d'Alain Minc, ancien président du conseil de surveillance du Monde et actuel conseiller du groupe Prise à Presse pour le rachat du journal. Alors ce qui devait arriver arriva. Après la réunion, alors que les membres de la Société des rédacteurs du Monde discutent sur le trottoir devant l'immeuble, Adrien de Tricorneau voit sortir de l'immeuble Alain Minc en compagnie d'Emmanuel Macron. Va revoir un Roménet. Mais oui, c'est bien un vilain Roménet. Leurs regards se croisent et Macron fait immédiatement demi-tour pour aller se planquer dans l'immeuble avant d'être repéré par les autres salariés du Monde. Et je dis aux autres, qui étaient en train de continuer à discuter de nos négociations, je dis aux autres, vous n'allez pas me croire, mais avec Minc, là, il y avait Macron. Et ils me disent, mais non, Adrien, Macron, c'est fini, on l'a vu hier. Je leur dis, écoutez, restez là, je vais aller voir s'il est toujours derrière la porte. Je rentre, je vois personne dans l'entrée, je vois personne dans la cour, je vois personne au rez-de-chaussée. Et je me suis dit, tiens, je vais monter les étages. C'était une sorte d'aveu qu'il avait eu des discussions avec des conseillers d'une des offres, sans nous en avertir. Le jeune homme si généreux qui voulait nous aider, si plein de convictions, s'est retrouvé en banquier d'affaires prenant la fuite à la simple vue qu'il était confondu. En fait, Macron était un agent double discount. Sous couvert de conseils gratuits qu'il donnait à l'actionnaire principal du Monde, il roulait pour les intérêts de Prise à Presse et il faisait le sale boulot d'Alain Minc. En marketing, il y a un dicton pour ce genre d'affaires, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors finalement, Macron, c'est Minc qui en parle le mieux. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Bon alors rassurez-vous, Macron il va quand même pas bosser gratos toute sa vie, il va aussi s'occuper de grosses affaires. Par exemple, en 2012, il conseille Philippe Tilou-Borde, le PDG de Sophie Protéol et membre de la commission Attali, qui prend 41% des parts du capital de l'Essure Cristal. La même année, il est promu gérant chez Rothschild parce qu'il va ramener un gros client à la banque avec la négociation du rachat d'une filiale de Pfizer par Nestlé, dont le PDG Peter Brabeck est membre de la commission Attali. C'est avec cette transaction de 9 milliards d'euros que Macron va devenir millionnaire grâce à sa commission. Sa commission financière, cette fois-ci. Toujours en 2012, il devient Young Leader de la French American Foundation. Vous savez, cette fameuse association qui sert à donner un gros coup de pouce à la carrière des élites françaises, favorable aux États-Unis, à l'économie de marché dérégulée et à la mondialisation, pour faire court. Il rejoint ainsi les traces d'Alain Juppé, Alain Minc, Laurent Geoffrin, Arnaud Montebourg, François Hollande, Nicolas Dupont-Aignan, NKM, Laurent Wauquiez, etc., j'en passe, et pas des meilleurs. En plus d'être doué pour le réseautage qui va lui permettre d'obtenir une promotion tous les 2 ans chez Rothschild, excusez du peu, Macron va aussi bénéficier d'un gros coup de bol avec l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Il l'avait déjà rencontré en 2006, quand il était encore inspecteur des finances, à l'occasion d'un dîner organisé par Jean-Pierre Jouyet qui voulait les faire se rencontrer. C'est à la suite de ce dîner que Macron va adhérer au Parti Socialiste et qui va devenir le conseiller économique de Hollande pour la campagne des primaires socialistes de 2007. Alors évidemment, Hollande n'avait aucune chance de gagner, mais ça permettait à Macron de mettre un pied dans la politique et de réclamer une investiture pour un poste de député en Picardie. Mais le jeune haut fonctionnaire n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Même si la politique l'attire, il ne s'imagine pas faire des courbettes rue de Solferino pour obtenir une circonscription de l'état-major du PS. Non, la réalité c'est qu'il a réclamé l'investiture, mais qu'il s'est fait jeter par les adhérents du parti en Picardie qui voulaient pas de lui. Bon, au final, ça lui a plutôt profité, parce qu'il a pu rentrer dans la commission Attali et se faire pistonner ensuite chez Rothschild, comme on l'a vu. Durant la campagne de 2007, il va aussi rejoindre Jean-Pierre Jouyet dans le groupe des GRAC, une sorte de club de réflexion libéral qui réunit des hauts fonctionnaires, d'anciens patrons et des personnalités politiques au-delà du clivage gauche-droite.
L'option politique défendue par les Gracques provient largement d'un constat, réel ou supposé, d'inadéquation entre le projet d'État-providence d'inspiration keynésienne, défendu traditionnellement par le Parti socialiste, et la société actuelle marquée par la mondialisation et la construction européenne. Donc, une fois de plus, Macron baigne dans un cercle d'influence promoteur des politiques ultralibérales qu'on apprécie tant. Ce groupe appellera aussi à une alliance entre Bayrou et Royal à la présidentielle de 2007, et ce vœu sera réalisé 10 ans plus tard avec l'alliance Bayrou-Macron, qui nous montrera au passage l'idée que Bayrou se fait du respect de soi-même. Derrière Emmanuel Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction publique. La première mesure annoncée par Emmanuel Macron est de proposer que les jeunes travaillent plus pour gagner moins. Emmanuel Macron est le principal responsable de la politique économique de François Hollande depuis 4 ans, pour quel résultat ? J'ai décidé de proposer à Emmanuel Macron une alliance pour offrir à la France une vraie alternance. Bien que Macron ne paye plus sa cotisation au PS depuis 2009, en 2010, il soutient à nouveau Hollande pour la primaire socialiste, et ce, avant même l'affaire du Sofitel qui avait coulé des SK, laissant la voie libre à Hollande pour la présidentielle. Alors de juillet à décembre 2011, il participe au groupe de la Rotonde en compagnie de Philippe Aghion, Gilles Berset et Eli Cohen. Comme les Gracques, c'est un groupe de réflexion libérale qui va envoyer un rapport au candidat Hollande tous les 15 jours pour qu'il établisse son programme économique. Il réclame notamment un véritable choc de compétitivité. D'abord écarté du programme par Michel Sapin, cette expression et les mesures qui vont avec referont surface au cours du quinquennat d'Hollande. Jacques Attali, Alain Minc, Eli Cohen. À ce stade, on a quand même le trio gagnant des pseudo-experts télévisués qui nous ont vendu la mondialisation heureuse et les réformes qui vont avec comme le summum de l'efficacité économique, mais qui s'est toujours traduit par un putain de fiasco quand ça a été appliqué. Donc une fois de plus, c'est pas bon signe. Bref, Flamby ayant gagné l'élection, il nomme Macron secrétaire général adjoint de l'Elysée, et malheureusement pour nous, il va pas se tourner les pouces. Non mais on aurait préféré, ça nous aurait coûté moins cher, hein. Il est quand même l'un des principaux acteurs, voire même à l'origine du fameux CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il s'agit en fait d'un cadeau fiscal de 13 milliards d'euros en 2013, donné aux entreprises sous forme de réduction des cotisations patronales, sans aucune contrepartie. Si, il y a peut-être Hollande qui leur a dit un truc de ce genre. Mais vous allez quand même créer des emplois, non ? Ferme ta gueule ! Excusez-moi, pardon. Bon, pour rappel, le CICE, c'était une mesure réclamée par le MEDEF qui exigeait carrément 100 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises et promettait en échange 1 million d'emplois. Je vous laisse faire le ratio, hein. Ça fait 100 000 euros de subventions par an et par emploi pour des jobs qui seront sûrement payés au SMIC, donc environ 20 000 euros par an. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer l'arnaque ? Non ? Bon. Le pire, c'est que Gattaz finira par se rétracter, il va ranger son joli petit pins promettant 1 million d'emplois, et puis il dira « Non, j'ai jamais rien promis, circuler, y a rien à voir ». D'abord, moi j'ai jamais promis 1 million d'emplois. Bon alors, puisque c'est une grosse connerie et qu'on est dirigé par des débilos, cette mesure est renforcée en 2014 sous l'influence de Macron. Ça devient le pacte de responsabilité et de solidarité qui déresponsabilise et désolidarise les entreprises du reste de la société. Bah oui, puisque ce pacte comprend une modernisation de la fiscalité, c'est-à-dire une suppression pure et simple de certaines cotisations, et une augmentation du fameux crédit d'impôt qui atteint 21 milliards en 2014 et augmentera tout au long du quinquennat jusqu'à 41 milliards en 2017. Le truc, c'est qu'on sait de longue date que le coût de cette mesure n'a d'égal que son inefficacité à créer de l'emploi, et que l'immense majorité de ce fric a fini dans la poche des actionnaires d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, y a pas que ça, autre fait d'arme de Macron, il va aussi contribuer à faire abandonner à Hollande son projet de faire plafonner le salaire des grands patrons pour se contenter d'un simple code de bonne conduite écrit par le MEDEF. Et puis il va aussi être accusé par des députés PS d'avoir saboté le projet de loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. En fait, au lieu d'avoir une séparation claire entre ces deux activités, il y a une filiation de celle-ci au sein des groupes, donc c'est de la merde quoi, ça n'a rien changé. Mais finalement, Macron estime que le gouvernement n'est pas assez réformiste et qu'il n'a pas assez de latitude pour faire tout ce qu'il veut, comme il le veut, à son poste de secrétaire adjoint. Alors il quitte l'Elysée en juin 2014 pour se lancer dans des projets personnels en lien avec l'éducation. Différents projets sont annoncés dans la presse, mais concrètement, il va obtenir un poste à l'université de Berlin et le titre de Senior Research Fellow en économie politique à la London School of Economics grâce au piston d'Alain Minc. Il va aussi tenter de se faire pistonner par Philippe Aghion, qu'il a côtoyé à la commission Attali et au club de la Rotonde pour travailler à Harvard.
Heureusement pour les étudiants d'Harvard, tout ça ne va durer que 2 mois, puisqu'en août on lui propose le poste de ministre de l'économie, suite au départ d'Arnaud Montebourg, et avec le soutien de Jacques Attali et de Jean-Pierre Jouyet. Sinon c'est pas drôle. Donc Macron va pouvoir continuer son œuvre de destruction des acquis sociaux, il hérite du projet de loi sur la croissance et le pouvoir d'achat d'Arnaud Montebourg, qui devait restituer 6 milliards de pouvoir d'achat aux Français, et il le transforme en loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron. Il s'agit une fois de plus de déréglementer l'économie, notamment en ce qui concerne le travail du dimanche, les professions réglementées comme les notaires ou les huissiers, mais aussi dans les transports, l'ouverture du marché des autocars, etc. Bref, c'est ce qu'on appellera l'ubérisation de la société. Cette loi sera d'abord refusée par l'Assemblée nationale avant qu'El Blancos ne la fasse passer à coup de 49-3 en 2015. Mais c'est pas tout, vous avez aimé Macron 1, vous allez adorer Macron 2. Il revient à la charge en 2016 avec un projet de loi sur les nouvelles opportunités économiques. Mais bon, cette fois-ci il dépasse ses prérogatives, donc Manuel Valls va s'opposer à son projet, qui va être divisé et dispersé dans plusieurs ministères. Une partie de ce fameux projet Macron atterrit sur le bureau du ministre du Travail et va devenir la fameuse loi Travail ou loi El Khomri qui déclenchera des grèves et des manifestations dans toute la France pendant plusieurs mois. Et puis à nouveau, le fameux El Blancos devra ressortir son 49.3 pour faire passer la loi. Rappelons au passage que ces lois ont beau s'appeler Macron ou El Khomri, elles sont en réalité l'émanation des GOPÉ, les grandes orientations de politique économique définies par la Commission européenne qui obligent la France à faire ses réformes tôt ou tard. D'où l'utilisation récurrente du 49.3. Mais les œuvres de Macron ne s'arrêtent pas à des projets de loi pourris, en tant que ministre de l'économie, il va aussi être en charge de différents dossiers, et notamment celui de la vente d'Alstom qui tourne au scandale. L'affaire se passe dans un contexte de pression exercée par la justice états-unienne sur les dirigeants d'Alstom. General Electric va alors commencer à négocier avec Alstom pour le rachat de sa branche énergie, qui représente quand même 80% de l'activité du groupe. Le gouvernement sera averti au dernier moment et Montebourg va tenter de limiter la casse. Mais quand Macron le remplacera au ministère de l'économie, celui-ci va autoriser le rachat d'Alstom par General Electric pour une bouchée de pain. Cet abandon d'Alstom est tellement grave qu'on aurait pendu Macron en place publique pour trahison dans un autre temps. Car c'est désormais le groupe américain qui décidera à qui et comment vendre ses turbines, c'est lui aussi qui aura le dernier mot sur la maintenance de nos centrales sur le sol français. Nous avons donc délibérément confié à un groupe américain l'avenir de l'ensemble de notre filière nucléaire. Autre scandale, la vente de 49,9% des parts de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse à Europe Casil, un fonds d'investissement chinois. La société de gestion de l'aéroport était bénéficiaire d'environ 5 millions d'euros par an et les gestionnaires avaient pris l'habitude de distribuer la moitié de ces gains aux actionnaires, c'est-à-dire l'État et les collectivités locales, et de garder le reste dans un fonds de réserve en vue d'investissement futur qui a fini par atteindre 67 millions d'euros. Le problème, c'est que la première mesure d'Europe Casil, qui est censée ne pas être un fonds vautour, ça a été de distribuer 50 millions d'euros aux actionnaires en provenance de ce fonds de réserve. Bon, après discussion, finalement c'est seulement 15 millions qui vont être distribués, ça fait quand même 3 ans de bénéf. Ah mais attendez, le plus drôle, c'est que peu de temps après la vente, on a appris que Mike Poon, qui est l'un des principaux dirigeants du consortium chinois à qui Macron avait déroulé le tapis rouge, est impliqué dans un scandale de corruption en Chine et qu'il a tout simplement disparu de la circulation. Donc une fois de plus, c'est une grande réussite. On a hâte qu'il soit président et qu'on se fasse mettre. Qu'on se fasse mettre en marche, bien sûr. Vers où? Ça je sais pas. On le verra au prochain épisode. En résumé, Macron n'a rien d'un génie, il s'est pas tant élevé par son mérite que par sa capacité à sucer les bonnes personnes, et je suis pas sûr que ça fasse de lui un bon président. Pute. On voudrait nous faire croire que c'est un nouveau produit dans le paysage politique, un anti-système qui va tout changer, alors qu'il est à l'origine des pires mesures du quinquennat d'Hollande et qui compte poursuivre dans le sillon merdique qu'il a déjà creusé. En fait, avec Macron, vous aurez la même politique qu'avec Hollande, mais en pire, parce qu'il n'y aura plus aucun garde-fou à la volonté de plaire à ses maîtres. Contrairement aux apparatchiks de parti, et il le dit lui-même, il est pas en politique pour durer. Donc attendez-vous à ce qu'il se torche le cul avec l'opinion publique. Ce que nous pouvons faire avec les meilleures intentions du monde, c'est quand même toujours de changer la vie des gens. Et donc, ma volonté, c'est d'entendre et d'écouter, de porter une verticalité que j'assume totalement dans le message politique à travers les valeurs et l'idéologie, et de réconcilier justement les deux. Mais ça n'est pas la démocratie participative au sens classiquement utilisé, c'est-à-dire en quelque sorte, les gens me diront où il faut aller. C'est pas ça. De toute façon, je me donne pour l'action publique en elle-même un temps limité. Parce que ce sont des
des vies asséchantes aussi, par ce qu'elles imposent d'engagement, ce qu'elles imposent de contact. Et donc il est bon, à un moment donné, d'arrêter de le faire. Et donc je fais ça pour un temps donné. C'est pas pour demain, je vous rassure, mais dans 15 ans, je ne ferai plus cela. Donc Macron, il n'est pas là pour vous servir. Il est même pas là pour servir Attali, Minc ou je sais pas qui. Il est là pour sa carrière. Tout ce qui compte, c'est le fric qui va se faire l'année suivante. Et je pense qu'à la fin de son mandat, il aimera bien faire comme Sarko, des petites conférences bidons à 100 000 €. Et pourquoi pas finir président du conseil d'administration d'un grand groupe hôtelier, hein? Alors, si c'est sa conception d'une vie réussie, grand bien lui fasse, mais faut pas qu'il vienne nous péter les couilles pendant 5 ans à appliquer une politique qu'on ne veut plus depuis longtemps. Parce que sinon, c'est nous qui allons nous mettre en marche, et cette fois-ci, ce sera pas un mouvement fictif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la faire circuler autour de vous, à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la suite, qui arrive très vite.